après Ambérieu en Bugey, nous allons à Belay, au centre hospitalier Bugey Sud, avec Laure Lagier. Alors Laure Lagier, vous êtes psychologue du travail. Oui. Et on va aborder un sujet très sérieux qui est celui du burn-out. Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être notre invité aujourd'hui. Alors le burn-out, c'est un anglicisme qu'on utilise pour un oui, pour un non, quand on est très fatigué, quand on est débordé, mais ce n'est pas tout à fait ça, le syndrome. Alors peut-être que pour démarrer cette conférence, ce serait bien que vous nous définissiez ce qu'est réellement le burn-out. Tout à fait, parce que le burn-out, c'est pas le stress, c'est pas l'état d'anxiété. Il y a l'épuisement professionnel et la conséquence, qui est le burn-out. Le burn-out, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel. Donc c'est un anglicisme, effectivement, c'est-à-dire se brûler. Donc tout a commencé, on va dire, dans les années 70, où on parlait de se brûler, mais pour les patients qu'on n'arrivait pas à soigner et qui finalement étaient grillés. Puis ça s'est étendu aux professionnels qui ressentaient un sentiment d'échec du fait qu'ils n'arrivaient pas à guérir leurs patients. D'impuissance presque. D'impuissance, voilà, et du coup étaient grillés aussi, on va dire. Donc ce syndrome d'épuisement professionnel, je dirais que c'est une suite de l'épuisement professionnel, puisque l'épuisement professionnel, c'est la chronicité du stress au travail. Parce que là, vous ramenez tout de suite au professionnel. Donc ça veut Oui. dire que le burn-out, c'est de toute façon une conséquence dans le domaine professionnel. Exactement. On n'a pas de burn-out à l'extérieur. Non. On parle du burn-out essentiellement en lien avec les situations de travail. C'est comme ça que l'OMS le définit. D'accord. D'ailleurs, le Larousse aussi. J'aime bien la définition qui est le syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Donc j'aime bien cette définition parce que justement on parle d'impuissance et on verra que c'est ce qui caractérise vraiment cette notion de burn-out. Alors justement, à quel moment on se rend compte qu'on se dirige vers le burn-out ou qu'on est en burn-out? Quelles sont finalement les caractéristiques du burn-out? Alors, on ne se rend pas toujours compte, alors je vais vous les donner, mais on ne se rend pas toujours compte qu'on rentre dans le burn-out. C'est vrai que parfois, il peut y avoir du déni, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est fatigué, qu'on ramène du travail à la maison, qu'on en parle avec son conjoint, sa famille, etc. On se dit qu'il y a du surménage, voilà. Et on ne se rend pas compte qu'on glisse vers le burn-out. J'ai quelques cas en tête. Donc, sur l'hôpital de Belay, il y a quelques années de ça, j'avais un cadre de santé qui m'appelait en pleurs. Effectivement, il avait décompensé, il craquait. Et il me disait, mais je suis dans le burn-out. Et on en entendait beaucoup parler en formation, à l'école. Mais je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. En plus, il me dit, je suis un homme, je ne comprends pas. Donc, pas forcément de lien entre le fait d'être un homme ou une femme, mais bon, lui, dans sa tête, il se disait, je ne comprends pas que ça puisse m'arriver. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Et puis en plus, alors je prends la population des soignants, puisque je travaille dans un établissement de santé, donc voilà, je cible plus particulièrement les soignants, mais entre parenthèses, ça touche tout le monde. Oui, c'est ça. On se dit voilà, qu'on va y arriver, qu'on est fort, que c'est notre métier, notre cœur de métier. Donc du coup, tous ces signes avant-coureurs, on en fait fi et on continue. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types de signaux. Il y a ce qu'on appelle les signaux émotionnels, comme par exemple l'anxiété, des tensions, de la tristesse. Si je perds voilà. Il y a des signes cognitifs aussi qui sont souvent la perte de concentration, la perte de mémoire. On a également des signes comportementaux, par exemple le repli sur soi, l'isolement social ou l'agressivité. Une baisse d'empathie aussi, si on est dans un métier de soins. On a également des signes qui sont liés finalement à la motivation, des engagements progressifs. Petit à petit, on est moins motivé par son travail. Et puis finalement, on n'a pas envie d'y aller. Et puis quand on commence à avoir la boule au ventre, quand on est sur le chemin du travail, là, il faut vraiment se poser des questions. Et puis on a les signes physiques qu'on peut retrouver aussi
quand on a aussi du stress au travail, qui sont tout ce qui est en lien avec les troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle les TMS, des troubles du sommeil, et tous les Est-ce qu'on troubles. peut revenir juste 2 secondes sur les TMS? Vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples? Troubles musculo-squelettiques. Alors, c'est souvent dû à la répétition aussi de gestes au travail, mais qui sont accentués par le stress au coude, à l'épaule, tout ce qui est articulation. Et puis, tous les problèmes de dos, lombalgie, cervicalgie, etc., tout le rachis, on va dire. Donc, ces douleurs donc physiques associées aux douleurs psychiques, et aussi en lien finalement avec cette démotivation, cette baisse de tonus aussi quelque part, sont des signes précurseurs. Parce que là, si je vous suis bien, c'est l'ensemble de tous ces symptômes qui font que, parce que si on les prend séparément, c'est-à-dire qu'on a tous un jour mal au dos, un jour on est fatigué plus qu'un autre, etc. Mais c'est vraiment l'ensemble de ces signes. C'est la conjugaison de C'est la ces signes conjugaison. qui effectivement peuvent alerter, et surtout sur la durée. Parce que tout à l'heure je disais, il faut bien cerner le terme de burn-out par rapport au stress. On sait qu'on peut avoir des épisodes de stress. On sait que le stress peut être délétère, donc néfaste pour la santé, mais qu'il est aussi ce qu'on appelle à contrario salutogène parfois. Mais il devient délétère lorsqu'il est chronique, qu'à un moment donné, il diminue, il épuise vos ressources. Oui, parce que là, on a quand même tendance à l'entendre un peu à toutes les sauces, ce mot-là. Ouais. Je suis en burn-out toutes les 5 minutes. Dans un travail un peu stressant, on entend ça toutes les 5 minutes dès qu'on est un peu fatigué, un peu débordé. Donc là, on est sur quand même de la durée. De la durée, effectivement. De la récurrence, ouais. Et une somme finalement de signes qui doivent alerter. Exactement. Et en fait, c'est une évaluation multifactorielle qu'il faut faire aussi, parce que tout dépend des ressources que l'on a. En fait, vous pouvez être dans une situation de surcharge de travail, mais finalement, vous l'absorbez, vous la gérez. Et vous dites, je suis capable, j'ai du soutien de mes collègues, je sais où je vais, etc. Donc, il y a cette surcharge de travail, mais on la gère. Ce qui va déclencher finalement le burn-out à un moment donné, c'est cette notion d'impuissance. C'est de dire, j'arrive plus. Et vous voulez le matin, mais voilà. À un moment donné, il y en a trop, vous ne savez plus par quel bout le prendre, et vous avez la sensation d'inutilité. On y reviendra parce que c'est un concept qui m'est cher, se sentir inutile au travail, et de faire, plus je fais des efforts, moins j'y arrive. Et c'est cette boucle-là qui use. Parce que tout à l'heure, je vous posais la question, c'est vrai que quand on discutait en off, comme on dit, je disais, mais alors le Covid, ça a dû augmenter quand même le nombre de burn-out chez les soignants. Et en fait, vous m'avez dit, bah non, pas du tout, au contraire. En fait, non, parce que, alors, qui se sont déclarés, non, peut-être qu'ils sont passés à la trappe, mais je pense pas, parce qu'on a mis un accompagnement psychologique. En fait, toute l'équipe des psychologues du CH Budget Sud a mis en place un accompagnement des soignants, du coup, ce qui a permis aussi de verbaliser beaucoup de choses. Mais on s'est rendu compte pendant cette période, en fait, que les équipes étaient très soudées. Alors, bien sûr qu'il y avait de l'inquiétude, comme tous au début, vers l'inconnu, il y a de l'inquiétude. Mais finalement, ça s'est organisé, il y a eu beaucoup de solidarité. Et finalement, cette surcharge de travail, elle était absorbée et elle avait son utilité. On savait pourquoi. Voilà, alors, il y a d'autres éléments qui ont pu créer du stress, parce qu'on était face à l'inconnu, voilà, les services classiques, entre guillemets, on va dire, de médecine ou autres, qui sont transformés en services Covid, etc. Donc pour certains, c'était nouveau. Donc la nouveauté, forcément, engendre ce stress. Mais quand on a les ressources, les capacités, les moyens de le gérer, on ne va pas forcément déclencher un burn-out derrière. C'est cette notion aussi de ressources, et puis cette variable aussi de soutien social, voilà, qui est importante pour limiter, on va dire, les dégâts de ces périodes. Donc du coup, non, il y a eu énormément de solidarité, et puis on a beaucoup accompagné aussi les équipes. Et alors, une fois qu'on on a diagnostiqué finalement le burn-out, d'ailleurs, qui le diagnostique? Ça, c'est déjà une première question. Mais une fois que c'est diagnostiqué, quelle est la prise en charge? Donc là, on sait qu'on est dans une impuissance totale, qu'on ne peut plus avancer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs chemins. Soit effectivement la personne, voilà, ou l'entourage professionnel peut solliciter le médecin du travail et demander à ce que
la personne burn-outée rencontre le médecin du travail et le médecin du travail peut effectivement après réorienter vers le médecin traitant qui lui va diagnostiquer le burn-out et certainement prescrire un arrêt de travail, ce qui permet pendant un temps de sortir la personne de son lieu de travail. Alors ça dure combien de temps un arrêt de travail pour un... Tout dépend du burn-out. diagnostic et des pathologies sous-jacentes qu'il peut y avoir aussi, quelque part. Donc ça peut être aussi de la dépression aussi qui s'ensuit. C'était un peu ma question suivante, Voilà. parce que finalement, à quel moment on décide que c'est un burn-out et pas simplement une dépression ou... Il y a une analyse en fait de l'environnement de travail qui va être faite. Donc ce qui est important après, c'est que le médecin traitant aussi se mette en lien avec le médecin du travail, quand c'est possible, pour pouvoir faire une analyse de l'environnement et du poste de travail de la personne, dans un premier temps. Parce qu'effectivement, le burn-out, c'est une dépression au travail. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est l'environnement, les relations qu'il peut y avoir avec les collègues, le poste en lui-même, comment la personne travaille, ses rythmes de travail, et aussi analyser après depuis combien de temps à peu près on a ces symptômes où on commence à ruminer ou ramener du travail à la maison et être envahi par cette notion. Parce que la frontière, elle est pas forcément très claire. Elle n'est pas toujours très claire. À quel moment c'est une dépression professionnelle et à quel moment ce qui peut se passer à la maison entre aussi en ligne de compte et accélère finalement le processus, parce que on n'est pas une personne au travail et une autre personne à la maison, on est quand même un tout. D'où l'importance du diagnostic et de l'analyse complète finalement déjà de l'environnement de travail et puis l'échange avec le patient. Après, il existe des tests, le test de Maslach qui fait l'inventaire finalement avec tous ces items de critères qui peuvent déterminer si on est on rentre dans le burn-out. Alors, ce n'est pas un test à faire comme ça, c'est une aide finalement pour un entretien, mais qui permet effectivement de cerner cette problématique-là. Alors, vous avez raison de poser la question, parce que finalement, pour que ce soit reconnu maladie professionnelle, il faut vraiment que le burn-out, enfin la dépression, finalement, soit en lien avec le travail. Parce que c'est ça la différence finalement, parce que ce soit une dépression ou un burn-out, la différence, elle se fait à quel niveau pour la prise en charge, pour l'arrêt maladie, etc. Pour que ce soit reconnu en maladie professionnelle. En maladie professionnelle, donc, il faut que ce soit exclusivement lié à la situation de travail. Et la CPAM dit également qu'il y ait une IPP supérieure ou égale à 25%. Alors, qu'est-ce que ça change si ce n'est pas reconnu ? Voilà. Si là, on dit, ah ben non, ce n'est pas un burn-out, ce n'est pas professionnel, qu'est-ce que ça change ? Peu importe, à un moment donné, il faut prendre en charge la personne. Donc, ce qui compte, c'est sa prise en charge, c'est-à-dire après l'orientation, le médecin traitant peut orienter vers une psychothérapie. Il peut orienter aussi un travail avec un ergonome sur un environnement de travail avec le médecin. Il faut qu'il y ait une prise en charge à un moment donné. Donc, ce qui compte, c'est que la personne soit écoutée, que son burn-out soit pris en compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa parole, quand il s'exprime, ne soit pas nulle. Parce qu'il n'y a rien de pire que la nullité de la parole. Qu'on ne soit pas entendu. Et là, en l'occurrence, on va parler donc à l'entreprise, à l'établissement, etc. Donc, vous parlez d'ergonomie, par exemple. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un accompagnement dans le retour au travail. Tout à fait, dans le retour au travail, il y a un accompagnement. Donc, en fonction de tous ces éléments analysés, il peut y avoir effectivement un aménagement de poste, un travail qui est fait avec un ergonome, le médecin du travail aussi, qui va réfléchir à cet aménagement de poste. Après, il n'y a pas que ça. On en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi cette notion de management. C'est multifactoriel, le burn-out. Donc, les causes, elles peuvent être liées effectivement au travail par lui-même, mais les relations avec les collègues, les relations avec ma hiérarchie, la stabilité de mon emploi, l'utilité, redonner du sens. On en parle beaucoup sur le salon. On a entendu ou vu qu'il fallait redorer les postes des soignants, redonner du sens au travail. C'est ça aussi parfois, c'est pouvoir redonner sens et voilà, se sentir utile et entendu. Et participer aussi
à l'évolution ou aux transformations de son poste de travail, s'exprimer sur son poste. Et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est valable dans toutes les entreprises et pas C'est seulement valable partout. dans le monde hospitalier, puisqu'effectivement, redonner du sens à son poste, à son travail, on voit à quel point aujourd'hui c'est central dans les entreprises. Bah, c'est central. Et puis surtout, alors on en parlait aussi, mais avec l'évolution des nouvelles technologies et autres, alors on a le téléphone, donc la rupture entre la vie de travail et la vie hors travail, elle est parfois très faible. Donc vous ramenez du travail à la maison, puis on vous appelle, donc vous répondez, il y a des mails, à un moment donné, il n'y a plus vraiment de rupture. Donc finalement, le travail, il prend un pas énorme. Alors soit on le gère bien et il n'y a pas d'effet délétère toujours, soit à un moment donné, on ne pense plus qu'à ça et on a une angoisse, et d'où les problèmes de sommeil, vous ruminez toute la nuit le problème en espérant que le lendemain il y a la lumière. Des fois ça marche, mais si on le fait tous les jours, à un moment donné, on va s'épuiser aussi. Donc quand on n'arrive plus à faire cette séparation à un moment donné, oui, il faut quand même se poser des questions. La technique, donc les nouvelles techniques, les ouais. nouvelles organisations, la pression un petit peu qu'on a, la charge mentale qu'on peut avoir personnellement aussi, par rapport à la vie qu'on mène, c'est difficile. Alors on parle du droit à la déconnexion aujourd'hui et c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que on est investi dans son travail et le burn-out touche particulièrement les gens qui sont très investis parce qu'on a envie de faire bien, on a envie de réussir, on veut montrer qu'on est performant. Oui, et puis on va avoir des pressions on également, va avoir des pressions non dites, mais tout à fait. voilà, on va tout à dire, fait, mais pourquoi vous n'avez pas regardé vos mails si je le fais pas, je risque de perdre mon poste aussi. Donc, justifié ou non justifié, parce que ça peut être aussi. Ah oui, mais tout à fait, ça peut être un par l'envie de ressenti. bien faire, Voilà. On se met des pressions parfois tout seul aussi, ou les collègues. Et à un moment donné, voilà, tout ça envahit la sphère personnelle, et ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, il n'y a plus de limites. Et quand il n'y a plus de limites, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on va rester parfois dans le déni. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne voit pas le risque de l'incidence sur le physique et le psychologique. On ne le voit pas. Donc on est vraiment dans le déni jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps dise top. À un moment donné, et on dit on arrête et on peut tomber. Voilà. Effectivement, voilà, c'est la métaphore de tout à l'heure, c'est grillé. Donc on peut tomber, on pas se lever le matin en disant j'y arrive pas. Et puis moi, j'ai entendu des gens l'exprimer et dire mais je peux plus. Et puis même prendre la voiture et arriver près de mon lieu de travail, mais 100 mètres avant, non, c'est pas possible. Je peux pas. C'est-à-dire il y a une réaction, voilà, une réaction. Du coup, ça devient impossible. Et il y a des gens qui retrouvent pas forcément leur emploi, qui ont envie de faire autre chose après aussi, totalement, parce que c'est trop douloureux. Et justement, c'est comment se passe ce retour à l'emploi. Donc certains, comme vous dites, donc prennent la décision de quitter leur monde. Alors soit le monde hospitalier, alors ça marche beaucoup dans la restauration en ce moment, par exemple, après la période Covid. C'est vrai. Et dans d'autres métiers, parce qu'on voit bien aujourd'hui, et quand on lit le Progrès, c'est quand même très clair, on voit bien que tous les secteurs sont touchés, et que ceux qui ont quitté à un moment donné leur emploi ne reviennent pas. Alors c'est pas forcément parce qu'ils ont fait un burn-out, on est bien d'accord, mais en tout cas il y a cette difficulté de retour au travail. Comment une psychologue du travail accompagne ces personnes? Quels sont les conseils? Comment ça se passe concrètement? Ça peut aller du conseil pour la prise de poste tel qu'il était, mais en travaillant sur comment gérer ses priorités, comment dire non, comment s'organiser, comment chercher du soutien. Mais la plupart du temps, c'est soit accompagner un changement de poste, puisqu'on peut reclasser aussi les professionnels sur un autre poste. Ça peut être aussi accompagné sur un changement de projet. Il n'y a pas longtemps, j'avais une personne qui me dit moi, je veux complètement sortir du soin, ou voilà, j'ai envie de faire autre chose. Donc on fait un bilan, on va dire, de compétences. Ça s'apparente à cela, pour aider la personne finalement à trouver un autre chemin où elle se sente bien. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que s'investir, mais au final, pourquoi ? Quand il y a peut-être eu un temps aussi où, pendant la période Covid ou autre, les gens ont pu analyser, des fois prendre du recul et se dire je m'investis des heures, mais je muse au travail, mais pourquoi au final ? Peut-être que finalement, sur autre chose, je pourrais m'épanouir. Et être une question de génération aussi, cette génération travail qui fait place aujourd'hui, une génération qui
qui cherchent l'équilibre Mm. entre la vie professionnelle et la vie privée. Et finalement, elle fait peut-être réfléchir aussi cette Elle n'a pas génération tort, c'est d'avant sûr. qui a travaillé Elle a pas sans tort. ménager sa vie privée. Bah oui, alors oui, parce qu'on parlait d'épuisement il y a longtemps, au 19e siècle, hein, donc on s'épuisait physiquement, on travaillait dans les champs et tout. Pas pour ça qu'on était malheureux, mais c'était parce qu'il y avait cette notion de travail, de ses mains, voilà, c'était construire quelque chose, c'était valorisant. Après arrive cette notion de stress, hein, dans les années un peu plus tard, où on a commencé à parler de stress parce qu'il y avait beaucoup de changements et qu'il fallait absorber le changement. Et il fallait surtout que les gens soient capables finalement de gérer le changement. Et c'était même parfois un critère de recrutement. Il y avait même des tests pour voir si on était capable de gérer le stress. Aujourd'hui, plus tard, on a parlé de stress organisationnel en se disant c'est pas que les individus, mais c'est surtout l'environnement de travail, la façon dont on est organisé, la pression qu'on peut mettre, etc. Donc voilà, la Oui, alors notion c'est de ce que j'allais dire, travail a parce que évolué. effectivement, vous parliez Mm. de RPS, Mm. de risques psychosociaux, donc en fonction des moyens qui sont mis en Mm. face et qui Mm. peuvent être générateurs de stress si on n'a pas les moyens et donc Mm. on se sent impuissant et que tous les jours c'est la même chose. Oui. Mais il y a aussi les individus, c'est-à-dire que les individus, on pense au harcèlement moral par exemple, qui n'est pas forcément très reconnu aujourd'hui, en tout cas moins que le harcèlement sexuel, où c'est Tout à peut-être fait. Ouais. moins compliqué avec les mouvements qu'on a connus, où là on est Mm. parti dans des extrêmes. Mais là, en l'occurrence, le harcèlement moral au sein du travail peut entraîner des burn-out. Tout à fait, oui. Alors on en parle moins, hein, du harcèlement moral, c'est tellement plus compliqué C'est parce compliqué à qu'il faut prouver. oui, il faut faire la preuve, il faut que l'entourage aussi témoigne, on va dire, et ça c'est extrêmement compliqué. Et puis parfois c'est plus simple de déplacer le harceleur, de leur proposer un poste plus intéressant. Ou le harceler d'ailleurs, ou la victime. Ou le harceler exactement, de le déplacer. Donc on déplace les problèmes, on règle rien. Et aujourd'hui, oui, il y a un vrai problème en France sur le traitement de tout ce qui est de l'ordre du harcèlement et puis tout ce qui est atteinte psychique finalement, parce que c'est plus compliqué. Parce que c'est multifactoriel, parce qu'on va dire, bah oui, il y a le travail, mais peut-être qu'il a des soucis chez lui. Et puis c'est sa nature, il est comme si, il est anxieux. Alors déjà, s'il est anxieux, il va vite être stressé, celui-là. Donc voilà. Donc il y a, voilà, difficile d'avoir des témoignages, difficile de le prouver, difficile, et du coup, c'est tu, et finalement, ça peut amener à des situations dramatiques. Alors, c'est tu, mais on le sait. Donc finalement, il y a quand même pire, hein. non, mais il y a quand même on va dire, des issues positives qui peuvent arriver dans le sens où on commence à travailler sur des types de management qui soient axés un peu plus sur le bien-être et la bienveillance. Donc ça veut dire qu'on sait tout ça, on n'a peut-être pas toujours les moyens de prouver au cas par cas, mais on sait que ça a une incidence sur la performance de l'entreprise ou de l'établissement, enfin voilà, sur la performance en général. Et les entreprises en tiennent de plus en plus compte aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention et puis finalement la qualité de vie au travail ? Alors justement, vous parlez de qualité de vie au travail, c'est très bien parce que c'est un petit peu la démarche qu'au centre hospitalier Bugey Sud, on va mettre en place. D'ailleurs, il y a une semaine QVT qui va démarrer bientôt et on propose plein de petites choses sympas. QVT, qualité de vie au travail, qu'on propose au niveau des professionnels. Mais on se rend compte que c'est une philosophie et c'est une philosophie, une manière de manager qui est tournée vers aussi cette notion de bien-être. C'est-à-dire que c'est pas que proposer des séances de yoga et des petits déjeuners bien-être, c'est aussi intégrer la notion de qualité de vie au travail dans le management et au plus haut niveau pour pouvoir le décliner après à l'encadrement de proximité qui, lui, va le décliner auprès de ses équipes. Donc, c'est une manière de penser, une manière de manager. C'est l'ambiance au travail, effectivement. C'est les espaces de discussion autour du travail. C'est-à-dire que le travail doit être pensé et retravaillé avec les équipes de terrain. C'est ce qu'on appelle la coopération. On doit aller vers cette notion de coopération et que les gens de terrain puissent aussi s'exprimer sur les améliorations à apporter au niveau du travail. Vous parliez du management, ça veut dire que vous avez formé vos managers du plus haut Alors ça c'est fait, c'est en cours même, ça a été débuté. Des formations sur la qualité de vie. Oui. Et en fait, alors les formations c'est bien, mais comme toute formation, ce qui compte c'est le après. Oui, c'est de l'appliquer déjà. Voilà, la vraie formation, ça va être le après. Et grâce à cette formation, on a pu se rendre compte qu'effectivement, c'est une manière de penser. Et il faut l'intégrer
tous les jours dans son management. C'est à un moment donné se dire, moi, je suis là aussi pour aider. Quelqu'un qui s'enfonce dans le burn-out parce qu'il ne voit pas d'issue dans son travail. Hein, on a les signaux, on en a parlé. C'est être attentif à ça et c'est se dire qu'est-ce que je peux lui proposer pour l'aider à un moment donné. Donc nous, on fonctionne assez bien comme ça. Si vous êtes impuissant à ce moment-là et que vous ne pouvez pas l'aider, c'est vous qui... Je vais aller trouver quelqu'un qui est puissant. Qui lui, voilà. Qui sera capable. Il faut chercher les ressources. Alors après, et d'ailleurs, c'est protecteur du stress, hein, ce qu'on appelle la stratégie ou le coping actif. C'est protecteur du stress, c'est aller chercher l'information, aller chercher le soutien, être demandeur, c'est-à-dire on me fixe des objectifs, ok, mais comment je les atteins? Comment vous m'accompagnez pour les atteindre? Donc en fait, c'est une autre manière de manager, donc de penser déjà, de concevoir l'individu au travail. Et en haut de la pyramide de Maslow, hein, qui est bien vieille, hein, on avait la reconnaissance, moi je mettrais le sentiment d'utilité. Voilà, c'est se sentir utile dans son travail, quand on dit redonner du sens, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, qu'est-ce que j'apporte moi? Et les espaces de discussion sur le travail, c'est aussi ça, c'est se dire moi, j'ai mon utilité et comment je peux améliorer mon travail, l'environnement de mon travail. J'ai peut-être des solutions, moi, sur le terrain. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. On va peut-être laisser la parole au public parce que c'est vrai que le burn-out, c'est quand même très concernant. J'espère qu'on aura quelques questions. Eh bien, on en a une. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je voulais savoir quel type d'action vous allez proposer pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. Vous disiez que vous alliez faire une semaine d'action. Alors, il y a plusieurs petites choses. Il y a ce qu'on appelle l'atelier micro-sieste qu'on va expérimenter. Donc, on a une infirmière en santé au travail qui a un DU sur le sommeil. Donc, il fait un petit atelier pour parler de la micro-sieste et les bienfaits du sommeil surtout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment aussi étendre en d'autres types d'actions dans les services parce qu'on sait que le sommeil est lien aussi avec le burn-out. Donc ça, c'est hyper important. C'est déjà pratiqué, ça, dans le milieu hospitalier quand même, non? Le fait de dormir sur place Oui, mais on ne nous voit pas. Non, je plaisante. Non, alors c'est pas institutionnalisé. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc effectivement, ça, dormir sur place. Alors vous parlez des gens quand il y a des gares. Oui, alors quand il y a des gares, voilà, il y a des lieux dédiés. Là, on parle de la micro-sieste qu'on peut faire aussi dans son bureau. Voilà, à tous les niveaux, ou même dans les services de soins. Donc ça n'existe pas encore. La sieste flash, c'est très très court. Ça n'existe pas, c'est pour ça qu'on va l'expérimenter. Alors il y a après d'autres ateliers qui sont proposés par notre équipe de rééducation, donc kiné, ergo, APA, etc., qui sont des ateliers. Alors il y a éveil musculaire, il y a étirement, stretching, donc tout ce qui est un peu gymnastique, etc. On va faire venir aussi une professeure de yoga pour faire des séances en journée et le soir. On va essayer de trouver des horaires qui correspondent à tous. On va faire aussi des petits déjeuners, offrir des petits déjeuners, mais assez sympas, complets et tout, avec des conseils nutritionnels dans les services de soins. Et on va passer dans les services hors soins, parce qu'on n'oublie personne, aussi avec des petits déjeuners. Voilà, donc il y a plein de conseils aussi là-dessus. Il va y avoir aussi des informations sur tout ce qu'on met en place, parce que c'est bien de rappeler aussi aux équipes ce qu'on fait. Donc nous, on va rappeler nos actions. Par exemple, on a un ostéopathe aussi qui vient 2 fois par mois, qui est dédié aux professionnels, qui peuvent prendre des rendez-vous, donc c'est gratuit. Et ça se passe dans l'établissement. On a aussi donc les fameuses formations. On met en place aussi des temps justement d'échange sur le travail, hein, ce qu'on appelle des points flash, des temps courts aussi. Et puis on continue à réfléchir encore sur plein d'actions. Voilà. Et au final, des soignants qui ont une bonne qualité de vie au travail, ce sont des patients oui, comme qui guérissent plus vite. Effectivement, l'HAS fait bien le lien entre la qualité de vie au travail et la qualité des soins, donc on l'a bien compris et voilà, on œuvre pour cela. En vous remerciant, est-ce que on a une deuxième question? Oui. Il nous reste une petite minute. Bonjour. Alors, Bonjour. j'avais une petite question. Je voulais savoir, cette semaine de découverte, elle est ouverte à tout le monde peut venir ou c'est vraiment spécifique en interne chez vous? Alors, c'est dédié aux professionnels. Voilà. Donc, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'idée d'ouvrir ce genre de choses à des dirigeants d'entreprises, TPE, PME, afin de leur ouvrir les yeux sur ce genre de qualité de vie au travail?
Ça pourrait. Alors, ouvrir les portes de l'établissement aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Alors, on le fait dans d'autres manifestations comme Octobre Rose ou autres, voilà, dans les journées découvertes. Mais c'est vrai que là, on avait vraiment axé sur les professionnels parce qu'on fait souvent des choses pour le public, hein, que ce soit des formations ou des soirées médicales ou autres. Et là, on voulait vraiment... la thématique, d'ailleurs, c'est prendre soin de nos soignants. C'est notre slogan là pour cette semaine-là. Donc on voulait vraiment leur montrer aussi qu'on faisait quelque chose vraiment pour eux. Voilà, parce que sinon c'est vrai qu'on fait aussi ces ateliers-là dans le cadre d'Octobre Rose. Enfin, l'équipe de rééducation d'ailleurs s'investit beaucoup dans tous ces ateliers bien-être. Mais là c'était vraiment voilà, dire aux soignants c'est pour vous. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est inviter la presse Ah mais oui, de façon à ce qu'on puisse expliquer ce que vous faites dans le détail. Et à ce moment-là, ce sera accessible aux dirigeants qui, évidemment, lisent Le Progrès. Merci. Merci à vous. merci. Merci pour votre intervention Merci. qui était très éclairante. Merci beaucoup.